Bonjour et bienvenue pour ce deuxième volet du livre à lire quand la science se raconte, consacré au thème de la lumière et tourné dans la prestigieuse école polytechnique de Palaiseau. Le soleil, le foyer de tendresse et de vie, verse l'amour brûlant à la terre ravie. Et quand on est couché sur la vallée, on sent que la terre est nubile et déborde de sang, que son immense sein soulevé par une âme est d'amour comme Dieu, de chair comme la femme, et qu'il renferme, gros de sève et de rayons, le grand fourmillement de tous les embryons. Ces vers extraits du poème Soleil et chair d'Arthur Rimbaud, écrit à 16 ans, témoignent à eux seuls combien le thème de la lumière fait partie de la poétique de l'enfant aux semelles de vent. Fort de ce constat, les magnifiques éditions de Diane de Sellier, qui se sont faites une spécialité d'illustrer les plus grands textes de la littérature par les grands peintres, ont décidé de rééditer l'œuvre poétique intégrale d'Arthur Rimbaud dans un volume justement intitulé « Rimbaud à la lumière de la peinture moderne au tournant du XXe siècle ». Pour évoquer cet ouvrage, nous avons le plaisir de recevoir Jeanne Cottet, responsable du choix iconographique aux éditions Diane de Sellier. Mais pour faire honneur à Polytechnique et à Rimbaud, symbole d'une jeunesse incandescente qui souhaita un temps devenir polytechnicien, nous avons rendez-vous avec Bénédicte Colnet et Jean-Baptiste de Saint-Aubert, étudiants de deuxième année, pour qu'ils nous parlent de leur vie au sein de cet établissement. Quelles étaient mes motivations en intégrant Polytechnique? Moi, je suis passé par la filière des classes préparatoires et j'ai longtemps tourné dans ma tête les différentes écoles qui étaient proposées au concours. Et comme je n'avais pas d'idée extrêmement précise du métier que je voulais exercer plus tard, j'ai vu assez rapidement en fait que l'école polytechnique proposait un enseignement pluridisciplinaire de qualité et qui ouvrait vraiment un champ très large, tant dans le domaine de la recherche que dans le domaine de l'entreprise et dans beaucoup de matières comme la biologie, la physique, les mathématiques. Et c'est principalement ça qui m'a motivé à rentrer dans cette école, donc l'enseignement pluridisciplinaire. Et également la découverte du monde militaire. Ma réponse va être similaire puisque je suis aussi passée par une classe préparatoire, d'autres passent par une voie universitaire, donc après une licence. Et c'est la pluridisciplinarité qui a vraiment fait mon choix parce qu'on a eu un choix de cours qui va de l'informatique aux mathématiques, à la physique, biologie, chimie. Et on a une obligation de parcourir plusieurs de ces domaines. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'ingénierie ou dans la recherche, c'est une richesse que de savoir naviguer entre les secteurs et que je pense que ça nous sera utile par la suite. Les filles sont admises à Polytechnique depuis 1972. Donc c'est relativement tard, mais depuis les filles représentent un pourcentage qui est grandissant à l'école Polytechnique, toujours jugé trop faible, mais après c'est quelque chose qui de toute façon est connu, classique dans les filières scientifiques en général. Et je pense que c'est mon avis de femme, mais je pense que c'est principalement dû au fait des stéréotypes qu'on peut avoir sur le domaine scientifique en général. Non pas la peur pas tellement la peur, je pense, du domaine scientifique, mais la peur des personnes qu'on va y rencontrer. L'impression que c'est pas la place d'une femme. Et j'avais ces idées-là en terminale. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les femmes ont totalement leur place dans les sciences en général. Concernant les spécificités de cette école, pour moi, elles sont vraiment multiples. Multiples parce que l'école polytechnique, au sein des écoles d'ingénieurs françaises, est une école spécifique, de par son cursus militaire, de par la formation en 4 ans, de par l'année de spécialisation à la fin. C'est une école spécifique au sein des écoles militaires. On recouvre les 3 corps d'armée, plus la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement. Et on a un parcours qui est très académique et moins sur le terrain que d'autres écoles. Et c'est encore pour moi une école qui est spécifique au point de vue international. Elle est différente, elle se démarque des grandes universités. Elle est moins anonyme, plus petite. Elle n'est pas sur le modèle anglo-saxon de recherche. Et ça, c'est pour moi les 3 grandes choses qui vont montrer la spécificité. Après, il reste les spécificités scientifiques. Il y a des spécificités scientifiques liées à la présence d'un très grand nombre de laboratoires, qui sont des vrais laboratoires performants, qui produisent beaucoup de résultats, qui ne sont pas uniquement là pour entraîner les élèves et leur faire quelques travaux. C'est des laboratoires poussés. Et c'est une école qui est placée dans le cadre ce qu'on appelle l'université Paris-Saclay. Il y a un grand nombre de laboratoires de recherche, du CEA, du CNRS qui l'entourent. Et ça permet à l'école d'être au milieu d'un contexte scientifique de très haut niveau, et ce qui permet aux élèves de découvrir tout ce qu'ils ont besoin de découvrir dans les sciences. Ce qui m'a le plus étonné en arrivant dans cette école, même si c'est un peu difficile de le dire encore parce qu'on
on a beau être au début de la deuxième année, le recul vient quand même un peu plus tard. C'est l'importance du stage qui est au début de notre cursus, qui n'est pas un stage à dominance scientifique. Il est hors du cursus académique et donc il nous sort de manière assez radicale quand on sort d'une classe préparatoire. Cela nous sort du cursus académique et ça nous fait découvrir autre chose. Et à mon sens, c'est d'abord ce qui m'a étonné en arrivant, parce qu'il y avait un changement assez radical. Et c'est ce qui m'a apporté le plus en arrivant dans cette école, parce que ça nous ouvre les yeux sur le reste du monde. Et c'est important de voir ces choses-là avant de se replonger dans un cursus académique, de refaire des sciences. Voilà, c'est ça la particularité du début de l'année, à mon sens. On n'a pas tant de recul que ça finalement en deuxième année sur l'enseignement polytechnique. On a un relatif recul sur l'expérience qu'on a eue, de par l'expérience qu'on a eue en première année avec le stage dans les armées ou le stage civil. Mais c'est vrai que sur les enseignements, on a pour le moment à notre actif 3 mois de cours. Mais donc ça, on a encore des choses à découvrir. La liste de conseils à donner pour un futur polytechnicien ou un bachelier là, qui hésite et qui voudrait s'orienter vers l'école polytechnique, eh bien, paradoxalement, je lui dirais de ne pas forcément viser cette école-là, de ne pas s'en faire un objectif. Alors évidemment, il faudra travailler, il faudra choisir soit une classe préparatoire, soit une université. Ça, ce sont des impératifs si on veut y aller. Mais ces deux filières vont mener à plein de choses totalement différentes. Et je crois qu'avant tout, il faut aimer apprendre, aimer les sciences, travailler pour soi, vraiment, réellement, et la suite viendra. Si c'est la volonté de cet élève-là, si c'est de vouloir aller effectivement dans une école militaire, dans tous les cas, s'il n'arrive pas à avoir Polytechnique, il peut toujours avoir des écoles comme l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou l'école navale. Que l'on vise une école militaire ou des études plus scientifiques, dans tous les cas, je ne pense pas qu'il faut s'imaginer Polytechnique comme un idéal. En quoi l'école est ouverte sur le reste de la société et du monde? Déjà dans son stage, dans son cursus, donc il y a un stage au début du cursus qui force un peu les élèves à découvrir énormément de choses, notamment ça les pousse à s'éloigner du foyer familial, à partir parfois à l'étranger, découvrir le monde militaire. Et donc c'est une ouverture sur autre chose que le monde scientifique dans lequel on reste bien ancré pendant la classe préparatoire ou pendant les études en filière universitaire. Et ensuite, lorsqu'on rentre sur le campus pour commencer le cursus académique, il y a tout un lot de conférences, l'école travaille beaucoup pour ça, qui permet de continuer à s'ouvrir sur le monde de l'entreprise, sur le monde de la recherche, et qui nous sort un petit peu d'un théorique cocon de notre campus, qui est d'ailleurs quand même un petit peu un danger, mais qu'on retrouve dans toutes les grandes écoles. Il ne faut pas qu'on se laisse enfermer sur un campus où il y a tous les équipements qu'il faut. Il faut qu'on sache aller voir là où il y a de l'information qui est importante pour nous faire grandir. Il existe des masters ici qui sont ouverts à des étudiants venant d'ailleurs. Et donc dans notre 3e année de spécialisation, ou qu'on appelle parcours d'approfondissement, nous sommes en cours avec d'autres élèves qui suivent les mêmes cours que nous, qui viennent d'autres universités. Il y a aussi des cours qui sont mis en commun avec l'ENSTA Paris Tech, donc l'école située à côté, l'école nationale supérieure des techniques avancées, si je ne dis pas de bêtises. Et ces cours-là sont en commun et permettent donc déjà rationaliser les laboratoires et de rationaliser les filières, de permettre à tout le monde de permettre d'avoir plus de moyens, et c'est des économies d'échelle tout simplement qui pour le moment se mettent en place. La vie d'un polytechnicien est-elle trop sérieuse? Tout dépend de ce qu'on appelle une vie sérieuse. Elle est sérieuse dans le sens où l'école nous offre un cursus académique extrêmement solide, une formation scientifique très, très large et qui repose sur de bonnes bases. Mais c'est une vie étudiante comme une autre après tout, c'est une école comme une autre. On a beaucoup d'associations ici à l'école polytechnique qui nous permettent d'avoir énormément d'activités hors du cursus scolaire, on va dire. Et ça permet d'avoir une vie d'étudiant sérieuse comme on l'entend. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les études scientifiques sont tout de même un peu boudées par les lycéens, notamment les études d'ingénieur. On entend souvent dire qu'il n'y a pas assez d'élèves en école d'ingénieur. Et finalement, ici, on a tous fait un choix un peu original de s'orienter vers les sciences. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas tellement rester devant un ordinateur. Les sciences sont pleines de découvertes et pleines d'originalité. Et j'ai pas l'impression que ce soit sérieux au sens péjoratif du terme, exactement.
Jeanne Cottet, bonjour et bienvenue dans ce deuxième volet du livre à lire consacré à la question de la lumière. Mais aujourd'hui, nous avons la chance, en vous recevant, de faire une émission plus littéraire et artistique puisqu'on vous reçoit pour un ouvrage absolument somptueux qui s'appelle Rimbaud à la lumière des peintres modernes. Et cet ouvrage émane des non moins somptueuses éditions Diane de Sellier. Pour commencer justement cet entretien, j'aimerais que vous me situiez un petit peu les éditions Diane de Sellier, parce que je vous l'avoue, quand j'ai préparé cette émission, nous avons fait un peu de communication sur les réseaux sociaux, et alors il y a eu un accueil extrêmement favorable. Je ne sais pas si ça a valeur de sondage, mais les éditions Diane de Sellier jouissent d'un capital sympathie et qualité extraordinaire. Dites-nous tout sur les éditions Diane de Sellier. Alors, les éditions Diane de Sellier, elles ont été créées par Diane de Sellier elle-même, il y a un peu plus de 20 ans. D'accord. Et en fait, elle a commencé avec les Fables de La Fontaine illustrées par Jean-Baptiste Oudry, qui était une réédition d'un ouvrage qu'elle avait trouvé et qu'elle avait envie de partager au public. Et elle est partie de cette idée pour chaque année publier un livre par an, toujours une grande rencontre entre un texte fondamental et des œuvres. Une mise en image d'un grand texte par des œuvres d'art et par des peintres. Par la suite, elle a eu l'occasion de publier la Divine Comédie de Dante, illustrée par Botticelli. Elle avait commencé avec les Fables et Jean-Baptiste Oudry, puis on est allé vers des choses comme le livre qu'on présente aujourd'hui, qui est Rimbaud, à la lumière de la peinture moderne, c'est-à-dire plusieurs peintures, un corpus d'œuvres qui viennent susciter l'envie du lecteur de rentrer dans le texte autrement. Alors le projet lui-même, on va y venir, mais maintenant ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir comment vous avez intégré ce projet, quel a été votre rôle dans le projet, puisque là on a présenté les éditions Diane de Sellier. Donc comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet ? Alors, j'étais historienne de l'art, je suis toujours, et c'est moi qui suis venue vers les éditions Diane de Sellier pour voir comment je pouvais travailler avec eux, parce que j'avais rencontré Diane en 2011 et la maison m'avait énormément séduite. On vous comprend. Et je suis venue à elle par hasard, et en fait c'est le hasard des choses qui a bien fait les choses. Le fait bien, justement, parce qu'elle préparait Rimbaud qui était un projet un peu assez embryonnaire quand je suis arrivée. Elles m'ont tout de suite proposé de m'investir et d'intégrer ce projet de recherche iconographique. D'accord. Ah voilà, parce que votre rôle, ça a été la recherche iconographique. Mon rôle, c'était la recherche iconographique. Et donc, je suis arrivée pour sélectionner les œuvres et apporter cette réflexion autour des poésies d'un point de vue iconographique. Oui, parce que ce sont des éditions d'art extrêmement prestigieuses, et là vous vous attaquez finalement à deux très gros morceaux dans un seul volume, puisque d'un côté donc on a tous ces peintres modernes qui vont à peu près de quelle époque à quelle époque ? Alors le corpus essentiel se situe entre 1870 le début de la carrière poétique de Rimbaud. Début de carrière poétique de Rimbaud jusqu'aux années 1930, et on ne va pas vraiment au-delà de la Seconde Guerre mondiale, parce que les peintres ont été très marqués par la Seconde Guerre mondiale et que ça ne correspond plus à l'époque vraiment de Rimbaud. On fait quelques incursions vers 1950 et quelques incursions dans le passé avant 1870 jusqu'à William Blake et William Turner. Alors, et puis le deuxième gros morceau, c'est Rimbaud. Oui. Et ça n'est pas rien, parce que, bon, Rimbaud, évidemment, est un nom qui dit toujours quelque chose à tout le monde. Je pense que tout le monde a aussi en tête la fameuse photo mythique qui a été prise, je crois, à l'instigation, enfin, c'est une volonté de Verlaine qui l'avait accompagnée. Et c'est la photo de Carjat, je crois. C'est la photo d'Étienne Carjat qui a été prise dans le 9e arrondissement de Paris. D'accord. Mais il faudrait peut-être quand même commencer cette émission aussi en rappelant tout ce qu'avait de absolument exceptionnel Arthur Rimbaud. En quoi Arthur Rimbaud est un poète à nul autre pareil, un véritable génie au sens étymologique du terme. En quoi ? Alors, Rimbaud, il est décrit comme génie, comme grand génie de la poésie, parce que, enfin, je pense que
c'est pas que je pense, c'est qu'il a réinventé totalement le langage poétique et qu'il est à l'origine d'une toute nouvelle poésie qui se décharge des codes, qui prend sa liberté. Qui prend sa liberté et qui même va plus loin que l'écriture poétique, qui intègre sa propre poétique dans sa poésie. Exactement, voilà. Qui construit un univers autour, un univers poétique autour de la vie, en fait. Et c'est ça qui est très important, c'est que je pense que Rimbaud, son génie, c'est d'intégrer la vie et tous ces composés, tout ce qu'on peut vivre, la sensation, et c'est ça qui en fait une poésie très forte, très parlante, et qui touche énormément les gens, les lecteurs. Alors vous avez raison d'associer Rimbaud et la vie, et à commencer par Rimbaud et sa vie. Parce que Rimbaud, c'est une œuvre exceptionnelle, mais qui est en adéquation avec une vie exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vie de Rimbaud? En quoi même cette vie, elle est singulière? Alors, elle est singulière. Il vient d'où d'abord ce Rimbaud? Alors il est né à Charleville-Mézières, dans l'Est. Il a grandi là-bas et il n'a fait que quitter ville frontalière, et ça explique bien des choses. Et Stéphane Barsac, qui a signé la préface de l'ouvrage, le rappelle. C'est très significatif qu'il soit né à une ville frontière, et il ne fera de sa vie que de quitter cette ville à cause d'une mère qui est très, très caractérielle, mais il y reviendra. Il y reviendra souvent. Voilà. La deuxième chose qu'on peut peut-être dire aussi sur la vie de Rimbaud, c'est que c'est un enfant d'un foyer, pour l'époque, un petit peu déstabilisé. Pourquoi ? Alors, il a une mère effroyable qu'il l'appelle la bouche d'ombre dans certaines de ses lettres. Et c'est là où on a le rapport avec la lumière, encore la lumière, toujours la lumière. Qu'elle soit éclairante, qu'elle soit blanche et étincelante, ou qu'elle soit très sombre et très noire et très profonde. Alors, il a une mère castratrice avec laquelle il est toujours en conflit, mais dont il a besoin. Et finalement, Charleville et sa mère sont très associés. Alors il fera beaucoup de fugues. Il va faire une fugue, notamment en 1870, pendant les événements de la Commune, pour aller voir ce qu'il se passe à Paris. Et puis il est ramené de force chez lui. Il fait tout pour partir de Charleville, et il échoue. À chaque fois, il revient vers cette ville. Mais alors, on parle de la mère, et on ne parle pas du père. Il y avait bien un père, Rimbaud. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce père? Alors, le père a quitté le foyer. Alors, j'ignore les raisons. Elles sont peut-être un peu anecdotiques. Liées à la mère aussi, si elle était si caractérisée. Et la mère a toujours dit qu'elle était veuve. Et c'est aussi, on imagine bien le genre de traumatisme que ça peut créer chez un enfant très sensible, comme l'a été Rimbaud. Voilà, parce qu'en plus, à l'époque, ça devait être honteux, enfin, c'était quelque chose presque de tabou, d'être comme ça, une mère seule avec ses enfants. Ils étaient 5 enfants. Ah oui, et donc elle se faisait passer pour veuve. Et Vitaly Cuif se faisait passer pour veuve et terrorisait un peu la famille. Alors, une autre dimension, c'est que Rimbaud, c'est le génie précoce. Parce que je crois qu'en dépit de toutes ces circonstances familiales assez négatives, il était un élève exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le profil intellectuel de Rimbaud et en quoi c'est un génie précoce? Alors, il lisait énormément. Et d'ailleurs, il a beaucoup voyagé, ça s'est senti dans ses poèmes. Il connaissait beaucoup la géographie et les paysages. Les descriptions de paysages qu'il donne dans certains poèmes ne viennent que de sa lecture des œuvres. Et ça, c'est assez bluffant. Un voyageur en chambre, un voyageur sur place au début. Exactement, au début. Et puis il a gagné de nombreux prix littéraires de latin, très jeune. Il a, paraît-il, même presque atteint les portes de l'école polytechnique sans pouvoir l'intégrer, ceci à cause de son âge. Oui, la limite d'âge, exact, tout à fait. Et vous aviez aussi raison de rappeler ces prix, parce que je crois que vraiment, s'il y avait une année à retenir dans la vie de Rimbaud, à
tout point de vue, c'est l'année 1870, c'est l'année de tout. C'est-à-dire que c'est l'année de la réussite scolaire absolument éclatante. Je ne sais plus combien il avait gagné de prix, mais 5 ou 6, il paraît que ça ne s'est jamais représenté dans l'institution scolaire que quelqu'un gagne dans des matières extrêmement différentes, comme ça, les 5 premiers prix. Ensuite, c'est l'année, vous l'avez dit, de la fugue, c'est l'année du début des œuvres. De l'écriture, de la poésie, alors bientôt de la voyance, en tout cas de cette ouverture à la voyance, de l'ouverture au monde extérieur. Il est aidé par son professeur de l'époque, Georges Isambard, qui l'a tout de suite repéré, avec qui il entretient une correspondance assez assidue. C'est lui d'ailleurs qui l'aidera à se sortir de cette fugue de 1870 parce qu'il est arrêté. Mais une autre singularité de son génie, c'est aussi sa brièveté. C'est-à-dire qu'en fait, l'œuvre poétique de Rimbaud, là on vient de dire que c'est un génie, qu'il a révolutionné la poésie, vous avez expliqué pourquoi, donc on imagine quelqu'un qui y a consacré toute sa vie. Oui. Or pas du tout. Non. En fait, l'œuvre poétique de Rimbaud, elle court sur une période extrêmement courte. Sur combien d'années? Alors, il écrit jusqu'à ses 20 ans. Et il a commencé Il a commencé à l'âge de 16 ans. Enfin, en tout cas, c'est 1870-1875. Oui, d'accord, les dates. Oui, alors le début 1870-1871 et jusqu'à la fin 1875. Et ensuite, il est alors, il est déchargé et en même temps dégoûté. Et bon, sa sœur Vitalie meurt quand il a 20 ans, en 1875, et donc il y a une rupture. Il y a une rupture, il a besoin de quitter la France et de faire autre chose. Mais donc ça veut dire que cet homme qui a révolutionné la poésie, il a fait ça quand il était adolescent. Et il a fait ça sur 5 ans. Donc c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de notre littérature. Absolument pas. Il arrête d'écrire à l'âge où beaucoup, même pratiquement tout le monde, commence à créer. Et quand on lit, parce que j'ai relu intégralement donc l'œuvre poétique de Rimbaud, et il faut dire que c'est plus plaisant de la lire dans une édition aussi bien illustrée que dans les livres plus académiques, disons. Quand on lit cette œuvre, moi j'ai été frappé par 2 choses. J'ai été frappé d'abord, évidemment par sa culture, ne serait-ce que par la richesse lexicale, enfin, d'avoir emmagasiné à cet âge-là un tel vocabulaire, un vocabulaire vraiment extrêmement recherché. Moi-même, à mon âge, ayant quelques qualifications littéraires aussi, j'ai été obligé de recourir au dictionnaire. Alors quand vous pensez que c'est quelqu'un de 16 ans qui a écrit ça, c'est assez impressionnant. Tous les voyages, tous les événements historiques auxquels il fait allusion, toute la culture antique à laquelle il fait allusion, elle est absolument impressionnante. Et tout ça n'a duré que 5 ans. Donc c'est quelque chose qui laisse bouche bée. Mais alors on pourrait se dire, voilà, quand les 5 ans sont écoulés, donc c'est un peu comme un magnifique coup de canon, la vie de Rimbaud n'a plus d'intérêt. Or non, il se passe quand même quelque chose. Qu'est-ce que devient Rimbaud après ces 5 ans? Bon, il voyage beaucoup, il erre, il se prête à différents trafics, il atterrit en Afrique, il passe par alors il va... Il est allé dans beaucoup de villes européennes. Alors il est allé à Londres, il est allé dans des villes européennes, donc en Belgique et à Londres, mais ça c'est encore pendant l'écriture, il a été avec Verlaine, d'ailleurs. La rupture avec Verlaine est consommée après leur voyage à Londres. Oui, parce que on l'associe très souvent à Verlaine. Bon, alors il reste un peu 2 images les concernant. Bon, il y a déjà évidemment cet étrange tandem, ne serait-ce qu'au regard des mœurs de l'époque. Oui. Et puis il y a aussi cette image presque d'un duo d'alcooliques. Enfin, c'est pas un... Voilà. Bon, mais on va essayer de dire des choses un peu plus intéressantes. Quelle a été, selon vous, l'influence de Verlaine sur l'œuvre de Rimbaud? Est-ce que Verlaine, c'est quand même un personnage essentiel dans l'œuvre poétique de Rimbaud? Alors, Rimbaud a emprunté certaines idées et certains poèmes à Verlaine et les a sublimés. Selon certains, mais je pense que c'est réciproque. Verlaine a aussi beaucoup... oui, enfin c'est réciproque. Rimbaud a beaucoup apporté à Verlaine et Verlaine s'est beaucoup occupé de l'œuvre de Rimbaud pour la faire publier. Et puis après qu'il ait
eut arrêté d'écrire et qu'il était encore à l'étranger, il s'est assez battu pour faire connaître l'œuvre de cet ancien amant. Mais par rapport au tandem, moi c'est là où si on se penche un peu sur ce tandem Rimbaud-Verlaine quand ils ont été ensemble, il faut prendre cela comme une tentative de la part de Rimbaud d'aller encore plus loin dans la sensation et dans la vie, d'éprouver l'expérimentation. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, parce qu'ils ont une assez grande différence d'âge. Et effectivement, alors une chose qu'on peut aussi préciser sur ce livre, c'est que, bon, évidemment, on trouve donc l'œuvre poétique intégrale de Rimbaud, illustrée par des peintres dont on va parler, mais le livre propose l'appareil critique, en fait, équivalent aux éditions La Pléiade. Je crois que c'est André Guyot qui a réalisé cet appareil critique, et donc vous avez intégré le même appareil critique, donc on trouve à la fin de votre ouvrage l'appareil critique de La Pléiade, et quand on lit cet appareil critique, qui est vraiment extrêmement intéressant. Très fourni. Voilà, bon, fait par un universitaire de grand talent, on s'aperçoit que Verlaine a été quand même quelqu'un d'extrêmement généreux et a eu vraiment une attitude, enfin moi j'ai trouvé, souvent on imagine qu'entre confrères, surtout en art, on raconte souvent des histoires de jalousie, pas du tout. Surtout quand on a le souvenir de Van Gogh et Gauguin, qui ont eu pour une relation très conflictuelle d'amour et de répulsion. Là, Verlaine et Rimbaud, bon, il y a eu cet épisode de la Belgique, du coup de feu qui a marqué les esprits. Verlaine a été emprisonné, puis ça a consommé la rupture. Rimbaud est allé s'enfermer dans une maison familiale pour écrire une saison en enfer parce qu'il était dévasté par ce drame. Mais finalement, les deux hommes se sont compris. Ils se sont compris. Et même quand Rimbaud est devenu un aventurier, puisque quand il arrête sa carrière poétique, donc vous disiez qu'il va en Afrique, c'est une autre partie qui fait partie du mythe Rimbaud. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, il a un peu trafiqué de tout, l'esclavage, de la drogue, il a un peu circulé. Tout le monde se souvient de Rimbaud à Aden, Rimbaud à Arras. Je crois qu'on vient d'attester il y a très peu de jours qu'une photo qu'on avait retrouvée de Rimbaud, c'est bien Rimbaud. On n'était pas du tout sûr que ce soit lui, et je ne sais plus expliquer comment, mais il est maintenant attesté que, alors, le monsieur qui n'a plus aucun rapport avec le portrait dont on parlait tout à l'heure, c'est ce portrait de Rimbaud magnifique adolescent, là c'est un monsieur qui est maigre, un peu chauve, précocement vieilli et tanné, et bien c'est Rimbaud l'aventurier, et bien même... Quand Rimbaud était en Afrique, je crois que Verlaine a continué de veiller à distance. Sur l'œuvre de Rimbaud, et il a même Rimbaud voulait qu'on efface et qu'on détruise toute son œuvre. Oui, il ne s'est pas du tout intéressé à son œuvre dès lors qu'elle a été éditée. Ça aussi, c'est étonnant. Et il était dégoûté de ses premières poésies. Il le dit dans ses lettres. Alors à Paul Démény, à Paterne Berrichon, à qui il écrit encore quand son beau-frère, qui était peintre également, et écrivain et poète. Et pour revenir sur le mythe de Rimbaud, alors c'est une question très intéressante parce que ce sont ces personnalités solaires, comme l'ont été Van Gogh et Rimbaud, qu'on a mystifiées et qu'on a élevées au rang de presque saints maudits. Alors il y a eu une part de vérité dans la malédiction. Et c'est là où, c'est ce qui nous renvoie à toute cette aura du mythe autour de ces personnages. Et finalement, c'est très intéressant de voir comme ces personnes étaient des personnes et ont créé quelque chose qui touche l'humanité. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs, ce que vous dites, c'est ce que dit Stéphane Darsac dans sa préface, pardon. Il dit qu'il ne faut pas du tout voir Rimbaud comme un mythe. Voilà. C'est, je pense qu'il a voulu aller dans ce sens-là, de confronter à la fois la figure mythique du Rimbaud prométhéen, voleur de feu, qui le donne aux hommes, mais il y a toujours aussi Rimbaud l'homme. Voilà, et la photographie de ce fait est vraiment très intéressante et importante. C'est que, voilà, voir Rimbaud en photographie, c'est aussi se souvenir que ce n'est pas qu'une plume, c'est aussi un être. Alors évidemment, nous vous avons reçu
pas seulement pour évoquer l'œuvre poétique intégrale de Rimbaud, mais cette fois-ci mis en lumière par les peintres du XXe siècle, au tournant du XXe siècle. La première question que j'ai envie de vous poser concernant cette fois-ci le rapport de la lumière et de l'œuvre de Rimbaud, c'est en quoi Rimbaud lui-même peut être considéré comme un poète de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a dans son œuvre? Bon, évidemment, on pense tout de suite au nom de ce recueil, Les Illuminations. Enfin, ce n'est pas le seul argument. En quoi Rimbaud est associé au topos de la lumière? Alors, on a plusieurs lumières, et je pense qu'il faut se rapprocher aussi de l'idée de génie. Le génie lumineux, l'éclair de génie. En fait, cette expression que j'aime bien, c'est faire passer quelque chose dans une œuvre, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit picturale. Et ça a été le propre de la peinture moderne. Pas que, parce qu'on a énormément de courants, de styles différents dans la peinture moderne, mais la question de la lumière est récurrente. Qu'elle soit symbolique, symbolisée donc chez les symbolistes comme Gustave Klimt, comme Odilon Redon, où on a la matérialité de la lumière avec la mosaïque, avec la peinture, mais aussi avec toutes ces formes, à la fois avec les références sur le mythe, mais à la fois par vraiment la représentation de la lumière. Oui, vous avez un tableau très étonnant de Koloman-Moser, je crois, qui s'appelle La Lumière. La Lumière, où on voit ce personnage nu qui porte un flambeau, et là c'est la figure prométhéenne par excellence, donc le voleur de feu, celui qui donne la possibilité aux hommes d'y voir clair. Et Rimbaud a lui-même souvent évoqué la lumière dans ses œuvres. Bon, écoutez, même si on pense, allez, au poème le plus connu de Rimbaud, qui est Le Dormeur du Val, avec l'effet saisissant du vers final, quand on dit il a 2 trous rouges au côté, alors qu'on était plutôt dans une teinte douce, verte, claire, ce choc comme ça de couleurs, on voit bien cette préoccupation de la lumière. Je pense aussi à un autre poème qui a fait d'ailleurs un peu scandale, je crois, que sont Voyelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, voilà, sur Voyelles, là aussi il y a la question de la lumière. Alors Voyelles, alors, Rimbaud dit de ce poème, dans un autre poème qui s'appelle L'Alchimie du Verbe, qu'il a inventé des couleurs, qu'il a donné aux voyelles des couleurs. Et en fait, là, on touche à la synesthésie, le fait de... La communication entre les sens. Prêter à... Voilà, la communication entre les sens, de prêter à une lettre une couleur. Et c'est tout à fait ce que faisaient les peintres modernes, comme Vassili Kandinsky, Paul Klee, tous ces peintres du Bauhaus, qui sont arrivés donc, dans les années 30, dans les années 20, 30, et qui ont travaillé sur cette idée de correspondance entre l'écriture, la couleur, et Rimbaud en avait conscience et était ce précurseur, ce prophète de cette correspondance-là. Alors tout à l'heure, on parlait de la culture littéraire de Rimbaud. On connaît la culture picturale, par exemple, d'un poète comme Baudelaire, puisque Baudelaire était même critique d'art, il a écrit là-dessus. Est-ce qu'on sait des choses sur la culture picturale de Rimbaud? Qu'est-ce que ce jeune homme de Charleville connaissait à l'art? Oui, alors c'est intéressant de citer Baudelaire parce que nous avons publié il y a quelques années Les Fleurs du Mal de Baudelaire, illustrées par la peinture décadente et symboliste. Une peinture qui est plus noire, plus sombre, plus profonde, enfin plus sombre et plus décadente comme le titre le dit. Et là on est sur de la lumière éclatante, éblouissante, ça c'était pour le rapport. Baudelaire était critique d'art. Effectivement, Rimbaud... À Charleville, il connaît quoi des œuvres d'art? Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est pas avec sa mère Il lit beaucoup, mais j'ai un exemple à citer, c'est quand il part à Londres avec Verlaine et qu'il voit les tableaux de Turner, qui le sidèrent. Et on a choisi William Turner pour illustrer Le Bateau ivre. Et ça, je pense que c'est vraiment une référence réussie. Et la culture picturale de Rimbaud... Est-ce qu'on a des voilà, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. D'accord, très bien. Alors, maintenant, d'un point de vue plus éditorial, comment s'est opéré le choix des œuvres? Quelle a été votre logique? Comment vous avez... J'imagine que ce n'est pas un arbitraire, vous ne jetez pas une image en ouvrant une page. Donc, comment est-ce qu'on a fait dialoguer les œuvres d'art et les œuvres de Rimbaud? Comment s'est fait tout ce travail de sélection, ce travail éditorial?
Alors, on était une équipe à l'origine. J'étais avec Aurélie Razimbaud, qui était mon binôme sur cette recherche. On s'est plus ou moins réparti la charge de travail. Il faut compter à peu près plus d'une journée pour travailler chaque poème. Donc il y a 120 poèmes, ça vous donne un peu une idée, juste du temps passé à vraiment chercher. Alors ensuite, on était en équipe plus large. En fait, c'est par cercle. Donc le petit cercle de début, c'était Aurélie Razimbaud et moi-même. C'est une première lecture. Capter le sens d'un poème. D'accord. Voir à partir de ce sens premier qu'on a capté, cette moelle, voir si on pense à des œuvres. Commencer à trouver des œuvres. Commencer à les chercher, aller dans les catalogues d'exposition, aller dans les manuels d'histoire de l'art, aller auprès des agences iconographiques pour voir ce qui est disponible. Et puis quand on a trouvé une œuvre, on pense à une autre, et on pense à une autre, et on pense à une autre. Tout ça, c'est vraiment à l'infini. Ça, c'est le premier cercle. Dans ce premier cercle, il y a aussi un retour au poème où on va aller lire les spécialistes de Rimbaud, se documenter, voir si on a vraiment bien compris le sens, s'il n'y a pas d'autres sens à mettre en valeur. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'illustrer les poésies. On ne peut pas illustrer une poésie de Rimbaud. On ne peut pas trouver la peinture dans laquelle il y aurait tous les détails cités dans la poésie. Il s'agit de les faire dialoguer plutôt. Voilà, et en plus, sachant que, comme le disait très bien Roland Barthes, on a chacun des images intérieures très fortes quand on a une lecture, quand on fait la lecture de quelque chose, et que ces images-là, on n'y touche pas. Nous, on va aller dans vraiment la mise en lumière, c'est-à-dire... bien choisi. Voilà, la mise en lumière, mettre une œuvre qui, quand on ouvre une des pages du livre, on voit la peinture et on se dit « Tiens, j'ai envie de lire cette poésie ». Et quand on commence à lire la poésie, on revient à la peinture. C'est cet aller-retour. Alors, on va essayer de faire une espèce d'illustration concrète. Vous, cette fois-ci, avec votre subjectivité, dans le livre, quelle est l'association poème, œuvre d'art, poème, tableau qui vous a le plus frappé et pourquoi ? Tout m'a marqué et je pense que je pourrais dire la même chose de tous les poèmes. Il y a un poème qui m'a marqué où je me suis... C'est un des premiers poèmes, deux poèmes disons. Les étrennes des orphelins et Sensations. C'est très long, les étrennes des orphelins. Et voilà, les étrennes des orphelins inaugurent le recueil. Et en fait, on a une succession d'images très fortes sur des enfants qui sont abandonnés dans une maison et qui cherchent la présence de la mère. Et je suis tombée sur ce tableau de James Ensor qui est magnifique et qui est une chambre obscure et en même temps derrière laquelle le soleil essaie de percer. Et quand j'ai trouvé cette poésie, alors je parlais de petit cercle, le second cercle c'était la réunion avec Diane de Sellier et plus tard avec Stéphane Barsac, André Guyot et puis avec l'éditrice Marion qui éprouvaient un peu nos trouvailles et qui vérifiaient cet aller-retour, la compatibilité et puis la force de l'aller-retour entre la poésie. Et quand j'ai vu qu'on pouvait aller bien au-delà de la représentation simple de ces enfants qui cherchent la mère et que, en fait, ce qui était beaucoup plus frappant, c'est d'avoir cette pièce vide avec une figure féminine qui est presque dans la disparition. C'est là que je me suis rendu compte de jusqu'où on pouvait aller. Ensuite, il y a eu Sensation avec Luigi Russolo, qui est un peintre futuriste, qui a travaillé beaucoup à représenter la musique dans sa peinture. Là encore, correspondance entre la musique, la peinture, l'écriture. Et que Rimbaud avait fait la même chose dans ce poème Sensation, en essayant de faire ressortir toutes ces sensations qu'il avait dans une soirée, dans un nocturne. Eh bien, c'est à partir de ces moments-là, précis, où la correspondance était parfaite, où je me suis dit, c'est satisfaisant. Et je pense que Diane de Sellier l'a tout de suite ressenti et a adhéré à 100%. Alors, vous avez bien expliqué le processus de création. Une question un petit peu plus technique, ça aboutit à combien d'œuvres exposées? Combien est-ce qu'il y a d'œuvres dans cet ouvrage? Il y en a plus de 200.
plus que 200. Est-ce que, donc du coup, ça doit faire beaucoup de courants. Combien de courants artistiques sont montrés? Alors, sachant que certains peintres ont appartenu à plusieurs courants artistiques, je dirais que la plupart des courants artistiques majeurs de l'époque moderne sont représentés. Les symbolistes, les fauves, les orphistes, les cubistes, parce qu'on a des peintures de Braque, on a la période bleue de Picasso, on a l'expressionnisme abstrait, on a des Kupka, des Kandinsky, donc on a vraiment énormément de courants. Et alors vous disiez, il y a quelque chose vraiment qui m'a marqué dans ce livre, vous disiez voilà, donc il y a beaucoup de courants, et même parfois on a des peintres qui, ont, au cours de leur carrière, changé de courant. Oui. Et ça aussi c'est un des grands charmes de votre livre. Bon, je ne prétends pas être un grand critique d'art et un grand connaisseur de l'art, mais moi j'ai été très surpris par des noms que je connaissais parfaitement et dont je n'imaginais absolument pas qu'ils avaient fait avant le style que moi je leur connaissais de tel tableau. Oui. Ça m'a fait ça pour Mondrian en particulier, parce que Mondrian on en est toujours resté à ce travail structuraliste, le constructivisme, etc. Mais il a été aussi une sorte de peintre figuratif et assez fauve, si on regarde bien. Oui. Et puis la même chose avec Ensor, tout à l'heure vous citiez cette chambre-là, si je n'avais pas lu sous le tableau que c'était la chambre, je n'aurais jamais pensé que c'était un tableau de d'Ensor. Donc quand on progresse dans le livre, un des charmes c'est de voir aussi l'évolution picturale des artistes qui ont été mentionnés. Exactement. Pour conclure cette émission, qui a été réellement passionnante, je pense qu'on va rendre hommage à Rimbaud en lisant l'une de ses œuvres, mais aussi à la peinture, parce que l'œuvre que je souhaiterais que vous lisiez représente une toile intitulée numéro 15 de Rothko, et l'œuvre de Rimbaud s'appelle ici L'Éternité, je crois qu'on peut la trouver page 202, et donc si vous en êtes d'accord, j'aimerais que vous nous lisiez ce superbe poème qui évidemment est parmi tant d'autres une ode à la lumière dans cette magnifique réunion de toute l'œuvre poétique de Rimbaud. Alors où est-ce qu'on trouve cette chose-là? Page 202, quelques pages encore, voilà. Et le magnifique numéro 15 de L'Éternité de Rimbaud et le numéro 15 de Rothko. Et alors vous avez très bien fait de choisir cette œuvre parce qu'elle clôture chronologiquement le corpus iconographique. C'est-à-dire que c'est l'œuvre la plus récente pour nous. Exactement, c'est l'œuvre la plus récente pour nous, 1951. On a fait une exception pour Marc Rothko parce que pour nous c'était l'éternité. Voilà, l'éternité. Voilà, exactement. Alors je vous laisse. Je vais tenter de lire et de passer l'émotion. L'éternité. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil, âme sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans, là tu te dégages et tu voles selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise « enfin ». Là, pas d'espérance, nulle orieture. Science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Merci infiniment, Jeanne Cottet, d'avoir amené dans nos lumières, les lumières de notre plateau, l'enfant aux semelles de vent. C'est ainsi que nous concluons donc le deuxième volet de cette émission consacrée à la lumière. Nous quittons nos téléspectateurs en leur disant à la prochaine émission du livre à lire quand la science se raconte.